On arrive au chapitre déterminant de la construction des probabilités, donc la définition d'un espace probabilisé fini. Pour l'instant, si je fais un parallèle avec ce qu'on a fait en mathématiques depuis le début de l'année, je vous donne l'exemple des espaces vectoriels, hein, qui sont le cadre de résolution d'un problème linéaire, puis les espaces euclidiens, où on installe une mesure sur ces espaces vectoriels. Et là, on a vu que la théorie, elle prenait beaucoup plus de corps. Et bien, dans la théorie des espaces probabilisés, on a déjà vu un modèle ensembliste qui nous a permis de parler d'événements et de définir un cadre solide sur la manipulation des événements, hein, les réunions, les intersections, tout le cadre ensembliste. Et là maintenant, il s'agit de mettre une mesure justement sur ces ensembles, hein. Donc là, on est au cœur de la théorie des probabilités, et je vais partir d'un exemple empirique, hein. On va prendre l'exemple d'un dé à 6 faces, et on va essayer de voir comment mesurer une probabilité pour cette expérience aléatoire qui est juste jeter un dé à 6 faces. Alors vous allez me dire, bon ben, pas besoin de probabilité pour ça, chaque face a une chance égale d'apparition, donc la chance de réalisation va être d'environ 1 sur 6. Hein. Donc, eh bien moi je dirais que les choses ne sont pas si claires que ça. Ce dé, rien ne me dit par exemple qu'il n'est pas truqué, et imaginons que dans l'espoir d'ouvrir un casino de jeu, je dois vérifier que mon dé n'est pas truqué. Comment je peux vérifier que ce qu'on va appeler la probabilité d'apparition de chaque face est environ d'un sixième? Comment on peut opérer ça de manière empirique? De manière empirique, il faut faire des jetés de dés, noter les résultats et noter ce qu'on va appeler les fréquences d'apparition des faces de chaque dé. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça juste une vingtaine de fois pour se faire une idée, puisque les résultats ne seront pas significatifs. Donc on va faire 10 000 lancers pour voir ce qui se produit. Donc je prépare mon laboratoire expérimental, hein. Je sais que l'univers de cette expérience aléatoire, c'est 1,6, et je voudrais attribuer une probabilité à l'apparition de chacune des faces. En tout cas, donner un sens à ce que je vais bientôt appeler la probabilité d'apparition de chacune des faces, puisque pour l'instant, je n'ai encore pas défini ce que c'est qu'une probabilité, et pour cause. Donc là, vous imaginez que je fais mon expérience et que je collecte plus exactement les résultats que j'ai obtenus à chaque phase. Donc on récupère des résultats. Imaginons qu'on ait fait ces lancers et qu'on récupère ces résultats. L'objectif maintenant va être de voir ce qu'on peut appeler la fréquence d'apparition de chacune des faces. La fréquence d'apparition, c'est le nombre de résultats obtenus par exemple pour la phase 1, compte tenu des 10 000 lancés. Donc on va récupérer une fréquence d'apparition de environ 0,10. Alors je dis bien environ. Ici je vais récupérer environ 0,16, environ 0,16, environ 0,16, idem environ 0,16, ici environ 0,23. Voilà ce que je récupère. Alors évidemment j'ai fait des approximations, hein. Je n'ai fait que 10 000 lancés, il faut qu'on regarde ce qui est à peu près significatif. Bon, l'idée maintenant va être de voir est-ce que j'ai bien les moyens maintenant de savoir si mon jeu est équitable compte tenu du nombre de lancers qu'on a fait. Donc on voit ici que les fréquences d'apparition tournent autour de 1/6, hein. Alors qu'ici la fréquence d'apparition, elle est plutôt a priori sur du 1 sur 10. Donc on voit qu'il y a un problème entre le 1 et le 6. Visiblement, le poids du 6 est trop important dans le dé. Donc le dé n'est pas équilibré, le dé est pipé. Donc on n'est pas dans une expérience où la fréquence d'apparition est la même asymptotiquement, puisqu'on peut estimer que 10 000 lancers, c'est quand même suffisant pour dégager si le dé est équilibré ou n'est pas équilibré. Donc là, on a une approche expérimentale pour pouvoir coller au mieux au modèle. Et si on doit définir la probabilité de réalisation de ces faces, évidemment, cette approche-là, elle nous permet d'avoir une mesure qui colle au mieux à la réalité. Donc cette approche des probabilités est une approche importante. C'est ce qu'on appelle l'approche empirique fréquentiste des probabilités.
Et ce qu'on va essayer de dégager de cette expérience, bon, outre le fait là qu'on vient de dégager, par exemple, que le dé n'est clairement pas équilibré, ce que j'aimerais dégager, c'est les propriétés essentielles qui vont me permettre de réaliser une mesure, qui vont me permettre de mesurer des événements associés à une expérience aléatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche fréquentiste. Approche fréquentiste, donc je vais dire empirique, pour bien appuyer le fait que c'est l'expérience qui va nous permettre de créer une mesure qui va coller au mieux au modèle qu'on est en train d'expérimenter. Ayant une approche un peu plus générale, on va se donner maintenant une expérience aléatoire E d'espace d'état ou d'univers oméga. On va fixer un élément A de P de oméga, c'est-à-dire observer un événement associé à cette expérience aléatoire. Donc construire une probabilité, hein, ça aura comme objectif d'associer à cet événement un nombre qui est compris entre 0 et 1, qui correspond à la chance de réalisation justement de A. Alors l'approche qu'on a mis en évidence ici sur cet exemple est une approche fréquentiste, dans le sens où on va répéter un grand nombre de fois cette expérience aléatoire et on va noter le nombre de fois que A est réalisé par cette expérience aléatoire. Le nombre P de A donc qu'on va construire évidemment sera simplement la fréquence d'apparition de A. Donc on voit bien que le nombre d'expériences doit être assez grand pour que la valeur qu'on va associer à P de A colle le plus possible au modèle que l'on veut construire, c'est-à-dire au modèle abstrait qu'on veut associer à cette expérience empirique. Pour suivre ce procédé, on va répéter n fois l'expérience E ronde, avec évidemment n suffisamment grand, et on va simplement compter le nombre de fois où l'événement A est réalisé. Et on va définir la fréquence de réalisation de l'événement A, nombre que je vais noter Fn de A, qui est juste le nombre de fois où j'ai obtenu la réalisation de A, divisé a priori par le nombre de répétitions de cette expérience aléatoire. Donc ça s'appelle la fréquence des réalisations de A. Ce que l'on peut constater asymptotiquement, c'est que cette fréquence va devenir stationnaire pour n suffisamment grand. Et justement, l'idée de la construction de la probabilité associée à l'événement A qui colle à cette expérience, qui colle au modèle empirique, ça sera justement de voir cette probabilité comme la limite quelque part. Bon, cet objet n'aura pas de limite réellement, mais en tout cas une approximation asymptotique de Fn de A lorsque les tirages deviennent arbitrairement grands. Alors il apparaît assez immédiat que cette fréquence a les propriétés suivantes, des propriétés importantes, puisque c'est elles qui vont nous permettre de fonder la définition d'une probabilité. Déjà, la fréquence d'apparition de l'événement A est clairement un nombre qui est compris entre 0 et 1. Il est positif ou nul, ça c'est évident, il est majoré par 1, puisque la fréquence d'apparition de A ne peut pas excéder au nombre d'expériences que l'on a tentées. Évidemment, le nombre d'apparitions de l'événement oméga, lui, est carrément égal à 1. C'est-à-dire que une fois qu'on a constaté que cette expérience aléatoire, elle ne pouvait avoir comme réalisation, comme issue, que les éléments de oméga, effectivement, le rapport entre l'apparition d'un événement qui réalise oméga et le nombre d'expériences va conduire égal à 1. Et une propriété qui est très importante, qu'on a pu constater ici, c'est que si on se donne deux événements A et B appartenant à P de oméga, les parties de oméga, si cet événement-là sont disjoints, donc disjoints, ça veut dire que l'intersection entre les deux est réduite à 0. Alors pour des événements, on appelle ça des événements incompatibles. Donc si ces deux événements sont incompatibles, la fréquence d'apparition d'un résultat satisfaisant l'événement A, réalisant l'événement A ou réalisant l'événement B, s'obtient simplement en additionnant les fréquences d'apparition pour l'événement A et pour l'événement B.
On voit bien par exemple ici que pour constituer l'événement n est un multiple de 3, il suffit d'additionner la fréquence d'apparition de 3 avec la fréquence d'apparition de 6. Donc on voit que la définition de cette fameuse fréquence d'apparition suit ces trois propriétés essentielles. Je dis bien essentielles puisque c'est ces trois propriétés qui vont nous permettre justement de définir la notion de probabilité. C'est-à-dire quelles sont les propriétés minimales que l'on veut voir sur une mesure des événements de A. Donc ça, c'est justement sur ces remarques-là, ces remarques empiriques, expérimentales, c'est sur ces remarques qu'on va s'appuyer pour donner une définition abstraite à ce qu'on va appeler une probabilité sur A, encore une fois, qui va coller à un modèle expérimental. On arrive donc à la définition de probabilité sur oméga. Donc, je vous ai dit, il s'agit de définir, d'associer à chaque événement un nombre compris entre 0 et 1. Donc, si on reprend l'approche fréquentiste, ce que nous on va appeler P de A, c'est, alors évidemment, hein, je vous dis, cette limite, elle n'existe pas réellement, hein, c'est juste une approche intuitive. Hein. Donc, c'est la limite des fréquences des réalisations de l'événement A lorsqu'on fait n expériences aléatoires, évidemment quand n tend vers l'infini. Hein. Donc ça, c'est l'approche intuitive, c'est l'approche des anciens sur ce que signifie une probabilité. Donc voilà l'approche intuitive de ce qu'on veut voir vérifier une probabilité. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de modéliser intuitivement. Et donc la définition qu'on va prendre d'une probabilité, elle va donc être construite sur le modèle des fréquences, c'est-à-dire qu'on va attribuer à la propriété, à la probabilité abstraite, au modèle abstrait, les vertus de ce qu'on a constaté dans le modèle empirique. Donc, par définition, qu'est-ce que va être une probabilité sur oméga ? Eh bien, une probabilité sur oméga, c'est une application qui est définie sur l'ensemble des événements, c'est-à-dire sur P de oméga, à valeur dans 0,1. Là, encore une fois, on colle au modèle empirique. Donc, c'est une fonction hein, définie sur P de oméga à valeur dans 0,1. Alors, moi, là, les probabilités sur papier, hein, je vais les noter avec une double barre pour pas que vous fassiez la confusion avec le P de oméga ici. Hein. Alors, évidemment, quand le contexte est clair, on n'est pas obligé de mettre une double barre. Moi, dans mon poly, j'utilise plutôt des lettres grasses, je trouve ça plus joli, et c'est plutôt les notations qu'on définit dans la littérature, on va dire, classique. Mais là, dans mon cours, voilà, je vais m'efforcer de mettre des doubles barres pourvu que j'oublie pas. Donc c'est, je le répète, une application qui est définie sur l'ensemble des événements associés à cette expérience aléatoire, à valeur dans 0,1, et qui colle aux propriétés qu'on avait remarquées par rapport à l'approche fréquentiste, c'est-à-dire que la probabilité qu'on va attribuer à l'espace d'état, c'est 1, et la probabilité de la réunion de deux événements incompatibles, c'est la somme des probabilités des événements associés. Et ça, c'est évidemment valable, quels que soient les événements que je prends dans P de oméga, du moment qu'ils soient a priori incompatibles. Donc voilà la définition d'une probabilité sur oméga. Donc vous voyez qu'il y a plein de probabilités possibles sur oméga, comme l'approche fréquentiste d'ailleurs nous le dit. Par exemple, si j'ai un dé à 6 faces qui est non truqué, la probabilité qu'on va mettre sur oméga, c'est d'attribuer à chaque face la probabilité de 1/6. Là, l'expérience qu'on a menée a permis de constater que le dé était effectivement truqué, et donc si j'attribue comme point 1 sur 10, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6 à ces probabilités, la probabilité d'apparition de 6, ça sera 1 moins la somme de toutes les probabilités que j'ai associées aux 5 premiers entiers pour l'apparition du dé. Donc voilà la définition d'une probabilité qui a été proposée par Kolmogorov, donc qui fait suite au modèle sur les événements. Comment je fais pour mesurer la fréquence d'apparition d'un événement? Et bien maintenant, là, on vient de définir l'outil de mesure des événements, encore une fois, en relation avec une expérience aléatoire. La définition 7 précise la définition d'un espace probabilisé fini. Donc on va appeler espace probabilisé fini tout couple de la forme oméga p, où oméga est un ensemble fini qui va constituer l'univers de mon expérience aléatoire,
et P est une probabilité sur oméga, c'est-à-dire une application qui vérifie la définition d'une probabilité sur oméga. Dans ce cas, quand A est un sous-ensemble de oméga, ou un événement de notre expérience aléatoire, le nombre réel, parce que c'est un nombre réel, c'est même un élément de l'intervalle 0,1 P de A, s'appelle la probabilité de A, ou la probabilité de l'événement A, ou la probabilité de réalisation de l'événement A. Tout ce vocabulaire est évidemment parfaitement équivalent. Alors, juste pour une petite notation par rapport à ce qu'on a écrit ici, moi, la convention que j'ai prise pour noter des unions disjointes, c'est-à-dire des unions d'événements a priori incompatibles, c'est d'avoir le plus ici. Donc lorsqu'on a une probabilité, on peut dire que la probabilité de réalisation de l'événement A union B, où A et B sont des événements incompatibles, c'est donc la probabilité de réalisation de A plus la probabilité de réalisation de B. Donc on a cette relation-là qui est absolument essentielle. Elle constitue donc le deuxième axiome de la définition d'une probabilité. Sachant qu'il y a trois axiomes. Le premier, c'est que ce soit quand même une application qui est définie sur l'ensemble des événements à valeur dans 0,1, que la probabilité de l'espace d'état soit égale à 1, et enfin la condition sur les événements incompatibles. Alors maintenant qu'on a posé les axiomes de ce que c'est qu'une probabilité, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les conséquences de cet axiome par rapport aux opérations qu'on a effectuées sur les événements. Je vous rappelle qu'on avait vu tout un langage ensembliste sur les événements et qu'à partir des opérateurs ensemblistes de base, on a réussi à construire d'autres événements. Il faut qu'on voit maintenant quelles sont les conséquences de ces trois points-là sur les opérations ensemblistes qu'on a mis sur les événements. On va appeler ça des propriétés, des règles de calcul sur les probabilités. On va voir qu'il y en a un certain nombre. Après les premières propositions qu'on va voir, on quitte enfin le monde des définitions pour voir des résultats qui sont associés aux probabilités. C'est que la définition générale d'une probabilité va entraîner les règles de calcul sur les ensembles suivants. Donc on va démontrer tout ça. Et je vais préciser à chaque fois quel est le point de la définition d'une probabilité sur oméga que j'utilise. Donc le premier point, c'est de montrer que l'événement impossible a une probabilité nulle, ce qui semble assez cohérent. Bien, une des propriétés de l'ensemble vide, c'est que si je le réunis avec lui-même, bien j'obtiens encore l'ensemble vide. Et l'union en plus entre les deux est disjointe. Union disjointe, pourquoi? Puisque l'intersection entre l'ensemble vide et l'ensemble vide est égale à l'ensemble vide. Alors cette propriété de l'ensemble vide, si je prends l'intersection entre deux ensembles qui ne contiennent aucun élément, j'obtiens évidemment un ensemble qui ne contient aucun élément. C'est cette propriété-là va me permettre de décrire cette probabilité comme la probabilité de l'ensemble vide plus la probabilité de l'ensemble vide. Donc là, on utilise la propriété, la définition d'additivité des probabilités. La probabilité qui dit que la probabilité de l'union disjointe de deux ensembles, c'est la somme des probabilités. On appelle ça une propriété d'additivité. Du coup, ce que je récupère, c'est que la probabilité de l'ensemble vide plus la probabilité de l'ensemble vide est égale à la probabilité de l'ensemble vide. Cette égalité, c'est une égalité qui vit dans R. Donc elle donne directement que la probabilité de mon ensemble vide est nécessairement égale à 0. Alors on passe maintenant avec l'événement contraire. Donc là, vous avez compris que l'idée, ça va être de se ramener à des réunions d'événements incompatibles. Eh bien, si je me donne un événement A qui appartient à P de oméga, donc un événement associé à mon expérience aléatoire, je constate que l'union entre A et son complémentaire est connue. Ça va donner évidemment l'espace d'état. Et la réunion entre ces deux ensembles est incompatible, puisqu'il n'y a jamais aucun élément commun entre A et son contraire. Donc on va calculer la probabilité de l'union disjointe de deux manières différentes. La première des manières, c'est de considérer que c'est la probabilité de oméga. Or ça, je sais que par définition d'une probabilité, c'est la probabilité de l'espace d'état, ça vaut 1. Et on va utiliser le fait qu'une probabilité, c'est additif sur les événements incompatibles. Donc ceci va me donner la probabilité de A plus la probabilité de l'événement contraire de A. Moralité, quand on regarde encore une fois cette probabilité qu'on a calculée de deux façons différentes, on récupère que la probabilité de l'événement contraire,
c'est 1 moins la probabilité de l'événement A. Alors on va voir une dernière propriété des probabilités qui s'appelle la croissance. Alors croissance au sens de l'inclusion, c'est-à-dire plus l'ensemble est gros au sens de l'inclusion, plus sa propriété, plus sa probabilité pardon, est grande. Donc on va se donner deux événements A et B tels que A implique B, c'est comme ça qu'on le dit pour les probabilités. Et j'aimerais montrer que la probabilité de B elle est supérieure à la probabilité de A. Donc là je vais me servir toujours de mon approche avec les ensembles. Imaginons que ça représente l'événement B et ceci représente l'événement A, donc on a l'inclusion de l'un dans l'autre. On voit qu'on peut écrire B comme l'union disjointe évidemment de l'ensemble A, mais union disjointe avec l'ensemble B privé de tous les éléments de A. Donc l'union entre ces deux événements est bien disjointe, puisque ici j'ai aucun élément dans A, alors que là j'ai que des éléments dans A. Donc je vais pouvoir dire que la probabilité de l'événement B, c'est donc la probabilité de réalisation de A, et donc par additivité, la propriété, deuxième axiome de la théorie des probabilités, on récupère cette expression-là. Or, on sait qu'une probabilité est à valeur dans l'ensemble 0,1, donc ce nombre-là est évidemment positif ou nul. Moralité, la somme de ces deux nombres, elle est évidemment supérieure ou égale à la probabilité de l'un d'eux, enfin à l'un d'eux, puisque les deux termes sont positifs ou nuls. On récupère donc bien que si A est inclus dans B, la probabilité de réalisation de A est plus petite que la probabilité de réalisation de B. Donc on voit que la définition choisie par Kolmogorov permet quelque part de récupérer des propriétés élémentaires et intuitivement évidentes, mais qu'il faut absolument vérifier sur la probabilité sur un ensemble oméga. La proposition 9 vient généraliser la propriété d'additivité, la propriété qui est directement dans la définition d'une probabilité sur un ensemble oméga. Donc je vais me donner oméga p un espace probabilisé fini. Ils seront toujours finis, mes espaces probabilisés. Je vous dis tout de suite que ça m'arrivera d'oublier de l'écrire, mais tout le cours se place dans le cadre des espaces probabilisés finis. Donc l'objectif, c'est de généraliser la probabilité d'une union. La probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités des événements associés. Il s'agit maintenant de voir ce qui se passe quand les événements sont a priori non disjoints. Alors, comme d'habitude, on va faire déjà un dessin pour essayer de se ramener dans cette situation. Donc là, vous allez reconnaître des dessins qu'on a fait pour l'étude des cardinaux. Et on verra d'ailleurs que les deux propriétés sont reliées entre elles. On verra comment, mais un petit peu plus tard. Donc là, maintenant, j'ai un événement A et un événement B. Alors, ces événements A et B sont a priori pas incompatibles. On voit qu'il y a une intersection. Et l'objectif, évidemment, pour démontrer cette relation, va être de découper l'ensemble A union B en ensemble, justement, disjoint, ou si vous préférez, en événements incompatibles. Donc là, je parle d'ensemble parce que je suis dans une stratégie ensembliste de visualiser les ensembles comme on a l'habitude de les visualiser lorsqu'ils sont finis. Donc je vais découper l'ensemble A union B en ensemble disjoint. Alors je vais déjà prendre A privé de B pour être sûr que dans cet ensemble-là, il n'y a aucun élément de B, union B. Alors évidemment, je récupère exactement le même ensemble, puisque là j'ai tous les éléments de B, et là j'ai tous les éléments de A qui ne sont pas dans B, donc on récupère bien les éléments de la réunion. À une chose près, c'est que l'union ici, elle est disjointe, donc les événements associés sont incompatibles. Moralité, donc, grâce à la propriété d'additivité d'une probabilité, on obtient que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de cette union disjointe, c'est donc la probabilité de A privé de B, plus la probabilité de réalisation de B. Il nous reste maintenant à étudier ce qui se passe pour cet événement-là, l'événement A privé de B, que je représente ici. Et je m'aperçois que pour le relier à l'événement A, il suffirait que je lui rajoute, en tout cas symboliquement, au sens de la réunion, son intersection. Donc là, je vais faire un autre découpage en événements incompatibles. Je vais dire que A, je peux l'écrire comme la réunion de A privé de B, cet événement-là, union disjointe avec l'événement A inter B. Puisque là, je récupère les éléments qui sont de A qui ne sont pas dans B, et là, les éléments de A qui sont dans B. Donc, j'obtiens bien
tous les éléments de A par ce biais, puisque pour un élément de A, soit il est dans B, soit il n'est pas dans B, est évidemment incompatible, puisque tous les éléments qui sont ici ne contiennent pas d'éléments de B, alors que là, tous les éléments sont dans B. Moralité, si j'applique la probabilité à cet événement, je vais récupérer donc la probabilité de l'événement A privé de B, plus la probabilité de l'intersection entre A et B. Donc l'événement A et B, si on veut vraiment parler en termes d'événements. Et donc on récupère que la probabilité de A privé de B, c'est la probabilité de réalisation de A moins la probabilité de réalisation de A et B, plus le P de B qu'on a ici par ailleurs dans la formule. Et donc on récupère bien, en réordonnant les termes de cette somme de nombres réels, on récupère bien la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Donc on voit évidemment toute la puissance du formalisme de Kolmogorov, puisqu'il permet de singer quelque part tous les raisonnements ensemblistes qu'on a fait dans le cadre de la théorie des probabilités. La proposition numéro 10 est une généralisation de l'axiome d'additivité pour des événements incompatibles, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec deux événements incompatibles pour lesquels on a directement l'additivité de la probabilité, on va travailler avec m événements 2 à 2 incompatibles. Alors pour démontrer cette propriété-là, on a déjà fait ce genre de propriété 10 000 fois, le passage de 2 à un nombre plus important, on sait que ça fonctionne très très bien par récurrence. Donc déjà, je viens de le signaler, la propriété P de 2 est vraie. Bon, je ne parle pas de P de 1 qui n'a pas d'intérêt, puisque dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'incompatibilité puisqu'il n'y a qu'un seul événement. Donc la propriété P de 2 est vraie. Ça, c'est directement la définition d'une probabilité. Je vous rappelle que c'est le deuxième axiome que l'on a défini. Définition d'une probabilité, donc définition de P. On va maintenant que l'initialisation est faite, traiter l'hérédité. On va se fixer un entier m supérieur ou égal à 2. On va supposer que la propriété est vraie pour m et on va démontrer la propriété donc au rang n plus 1. Donc le secret de ce genre de raisonnement, c'est de bien poser ce que l'on doit démontrer. Démontrer P de m plus 1, c'est déjà se donner m plus 1 événements 2 à 2 incompatibles. Donc on se donne m plus 1 événements 2 à 2 incompatibles. Donc des événements, je vous rappelle, ce sont des sous-ensembles de oméga. Donc m plus 1 sous-ensemble oméga. Donc 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire qui vérifie la propriété suivante. Si je me fixe deux indices ij entre 1 et m plus 1, le fait que i soit différent de j entraîne qu'il n'y a aucune issue commune à l'événement AI et à l'événement AJ. L'objectif, maintenant qu'on a posé ce qu'on doit se donner, on doit calculer la probabilité de l'union de ces m plus 1 événements 2 à 2 incompatibles. Donc là, le secret pour passer de 2 à m, c'est de casser cette réunion en morceaux. On sait que la réunion, elle est associative, donc on peut réorganiser la réunion comme on l'entend. Alors attention à la réorganisation, puisque si je sais que ces événements sont 2 à 2 incompatibles, imaginons que je mette à part les m premiers événements ici, et que je laisse l'événement AM plus 1 ici. Il faut que je vérifie tout de même, avant de mettre un plus ici, que l'intersection entre cet événement-là et l'événement qui est ici est bien réduite à l'ensemble vide, c'est-à-dire est-ce que les deux événements que je récupère ici sont a priori incompatibles. Donc là, il y a évidemment une vérification à faire. On va calculer donc A1 inter, etc., pardon, union, etc., AM inter AM plus 1. Là, on va utiliser les propriétés qu'on avait vues en début d'année et qu'on a déjà réutilisées maintes fois de distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc cette distributivité, elle s'opère comme n'importe quelle distributivité. Donc ça va être A1 inter AM plus 1, union, etc., union
AM inter AM plus 1. Alors comme les événements ici sont 2 à 2 incompatibles, on récupère que chacune des intersections ici est vide. Donc le résultat, c'est l'ensemble vide, union l'ensemble vide, union l'ensemble vide. Ça va nous donner évidemment l'ensemble vide, ce qui permet, grâce à cette propriété, d'assurer ici que les 2 événements sont bien incompatibles. Donc comme ces 2 événements sont incompatibles, on peut utiliser la propriété d'additivité des probabilités. On peut l'appeler P de 2, puisqu'on avait constaté que P de 2, c'était exactement l'axiome de la définition des probabilités. Et de là, on va récupérer donc la probabilité de A1 union disjointe avec, etc., union disjointe avec AM, plus la probabilité de AM plus 1. Pour conclure cette récurrence, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, il nous reste à utiliser la propriété P de M ici, puisque là, on a bien la réunion d'événements qui sont 2 à 2 incompatibles. Donc, je termine le raisonnement ici. En appliquant la propriété P de M, on a donc P de A1 plus, etc., plus P de AM, plus la probabilité de réalisation de AM plus 1. Donc, la somme qui est ici provient de l'utilisation de notre hypothèse de récurrence avec M sous-ensemble, sous-événement 2 à 2 incompatible. Donc on récupère bien la somme souhaitée, puisque ça écrit avec un symbole sigma, c'est la somme pour i variant entre 1 et M plus 1 de la probabilité de réalisation de AI. Donc on vient bien de démontrer que la propriété P de M plus 1 est réalisée, et donc le raisonnement par récurrence s'achève. On peut bien assurer que cette propriété est valable quel que soit le nombre d'événements 2 à 2 incompatibles qui intervient dans la réunion. On peut alors citer directement le corollaire numéro 11, qui est vraiment une application directe en regardant la définition d'un système complet d'événements de la propriété numéro 10 précédente. Explication donnée si on travaille avec un espace probabilisé fini. Et bien si A1, AM forme un système complet d'événements, donc associé à cet espace probabilisé, alors la somme des probabilités des événements qui constituent ce système complet d'événements vaut 1. Alors la raison, elle est immédiate, puisqu'on avait vu que quand on a un système complet d'événements, déjà les événements qui interviennent dans ce système, ils sont 2 à 2 incompatibles. Donc la première propriété d'incompatibilité, elle est assurée, et en plus leur réunion fait oméga. Donc si je calcule la probabilité de oméga, je sais que je vais obtenir 1, ça fait partie des axiomes de la théorie des probabilités, et si j'applique la proposition numéro 10, on va récupérer que la probabilité de oméga, c'est la probabilité de cette union disjointe, c'est donc bien la somme pour i variant de 1 à m de probabilité de réalisation des AI. Moralité, quand on a un système complet d'événements, la somme des probabilités des événements qui interviennent dans ce système vaut 1. C'est moralement assez légitime, puisqu'en fait on a compartimenté l'espace d'état en événements 2 à 2 incompatibles. Donc on est sûr de récupérer une seule fois toutes les issues de notre expérience aléatoire. Pour le corollaire numéro 12, il s'agit de travailler dans un espace probabilisé fini et de calculer la probabilité de réalisation d'un événement A, de n'importe quel événement A, en fonction des événements élémentaires qui réalisent A. Et là, je reviens à mon approche fréquentiste. On avait vu que quand on avait donc réalisé un certain nombre de fois cette expérience aléatoire, pour regarder la fréquence de réalisation d'un événement, par exemple, je ne sais pas, le nombre obtenu, j'avais dit, était multiple de 3, on avait vu qu'il suffisait quelque part d'additionner la probabilité, enfin la fréquence d'apparition des événements élémentaires qui permettaient de reconstituer la propriété qu'on essayait de visualiser. Donc ici, il suffisait d'additionner les fréquences d'apparition de 3 et de 6 pour obtenir la probabilité d'avoir ici un résultat qui est multiple de 3. Donc toujours dans l'idée que on cherche à généraliser cette approche fréquentiste et en tout cas une fois qu'on a posé la définition de probabilité,
essayer de retrouver tout ce qu'on avait trouvé d'intuitif dans les calculs qu'on avait dû mener. Le corollaire numéro 12 en est, je trouve, un exemple saisissant, puisque comment on peut faire pour calculer la probabilité de réalisation d'un événement? Donc, pour calculer cette probabilité de réalisation, on va utiliser l'axiome d'additivité. J'ai envie de dire l'axiome d'additivité étendu, puisqu'on sait maintenant que cet axiome d'additivité, il ne fonctionne pas que pour les événements, deux événements incompatibles, mais il fonctionne aussi avec des événements qui sont deux à deux incompatibles. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir A, de considérer A comme l'union de ces éléments. Donc c'est-à-dire de voir A. Alors je vais faire deux démonstrations différentes. Imaginez que A soit un événement donc qui soit pas l'événement impossible, hein, donc je vais considérer qu'il y a des événements dans l'ensemble A. Donc imaginez que l'événement A soit constitué des éléments oméga 1, etc., oméga 2, oméga p. On peut dire que A, c'est donc l'union disjointe des singletons qui sont formés par ces éléments. Donc on va dire pour I qui varie entre 1 et P. Bon, alors l'idée c'est que comme on n'a pas forcément une énumération des éléments de A, l'objectif ce serait d'utiliser une notation qui soit intrinsèque à A et pas à une énumération de ces éléments. Donc je peux dire plus simplement que A est simplement l'union disjointe de ces singletons, c'est-à-dire l'union des singletons oméga où oméga appartient à A. Évidemment, ces deux notations sont complètement équivalentes, et au lieu de me baser sur une énumération des éléments de A, j'utilise la notion de réunion avec des éléments qui décrivent un ensemble. Donc ici, comme on a affaire évidemment à une union disjointe, on peut appliquer la proposition 10. La proposition 10 me dit, donc, grâce à la proposition 10, j'obtiens que la probabilité de réalisation de A, c'est donc la somme donc, sur les indices, c'est-à-dire pour tous les oméga qui sont dans A, de probabilité, des probabilités des événements élémentaires. Donc là, on retrouve la description de la probabilité d'un événement en fonction des événements élémentaires. Alors si on veut avoir un calcul avec une somme sur tous les éléments de l'espace d'état, donc il suffit de dire je vais additionner les probabilités des événements élémentaires et je vais mettre ici un poids qui prend soit la valeur 0 soit la valeur 1 selon que l'événement élémentaire, enfin l'issue appartienne à A ou n'appartienne pas à A. Donc là on peut utiliser le langage des indicatrices pour dire je vais prendre l'indicatrice de A de oméga, puisque ce terme-là va prendre la valeur 0 lorsque l'issue ne réalise pas l'événement A, et prend la valeur 1 lorsque l'issue réalise A. Donc on voit qu'on a deux formules complètement équivalentes, et ça permet donc de voir que notre probabilité, on peut se contenter de la définir uniquement sur les événements élémentaires. Et ça va donner un souffle nouveau à notre cours en disant ok, je peux définir une probabilité de façon générale comme l'a fait Kolmogorov, mais quand on reprend l'approche fréquentiste, on s'aperçoit que cette probabilité, on peut la définir en attribuant à chaque événement élémentaire de l'espace d'état un certain poids. Alors cette nouvelle approche, il va falloir qu'on voit justement quelles sont les conditions qu'on doit apporter aux probabilités des événements élémentaires pour pouvoir définir une probabilité par ce biais. On peut se douter qu'on va justement se calquer sur la définition de probabilité pour voir ces conditions nécessaires et suffisantes qui vont être imposées sur les éléments de oméga et sur les probabilités qu'on va affecter à chacune des issues élémentaires de notre expérience aléatoire. Comme premier exercice, on va travailler dans un espace probabilisé fini, on va se donner deux événements A et B, et on veut calculer la probabilité de la différence symétrique de A et B. Donc je vous rappelle que oméga appartient à la différence symétrique de A et de B. La différence symétrique de cet événement signifie, si je parle le langage des événements et plus un langage ensembliste, que oméga réalise
A ou B, mais pas les deux. Donc on est dans cette situation-là. Alors l'objectif est donc de calculer la probabilité de l'événement associé. Alors pour ça, on va définir cet événement de façon ensembliste. On avait vu qu'il y avait plusieurs façons de faire. Mais si je prends la définition littérale, mon événement réalise A ou B, mais pas les deux, on obtient donc que l'événement différence symétrique de A et B, c'est l'union moins l'intersection de A et de B. Alors, on va faire le traditionnel dessin pour visualiser les opérations ensemblistes et se ramener à des calculs de probabilité, c'est-à-dire se ramener à des réunions d'événements incompatibles. Donc on voit que la partie qu'on a à définir ici, si je définis cet événement de façon ensembliste, voilà A, voilà B et voilà l'univers. Donc si je veux mesurer la probabilité que l'événement A ou B soit réalisé, mais pas les deux, je dois donc calculer la probabilité de l'événement que je assure, c'est-à-dire en le réécrivant avec des unions disjointes. Je vais l'écrire comme A privé de B, union B privé de A. J'avais déjà expliqué tout à l'heure pourquoi la probabilité, enfin la réunion de ces deux événements était disjointe, enfin pourquoi les événements étaient incompatibles. Donc on peut dire que la probabilité de A différence symétrique avec B, c'est donc la somme des probabilités de ces événements associés. Puis je vais utiliser une seconde propriété qu'on avait utilisée, rappelez-vous, quand on avait voulu calculer la probabilité d'une réunion, à savoir que la différence entre A et B, si je lui ajoute, donc si je le vois comme l'union disjointe avec l'intersection de A et de B, j'obtiens tout l'ensemble A, ce qui me permet de dire que la probabilité de A privé de B plus la probabilité de A inter B, de A et B, est égale à la probabilité de réalisation de A. Et donc si j'applique cette propriété-là, je vais récupérer donc ici P de A moins la probabilité de l'intersection, de l'événement A et B, plus, en échangeant les rôles de A et B, je récupère une formule analogue, c'est-à-dire P de B, moins la probabilité de B et A. Or, la probabilité de B et A et la probabilité de A et B, c'est la même, puisque l'intersection, elle est commutative. On récupère donc bien la probabilité de A plus la probabilité moins 2 fois la probabilité de A inter B. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Une deuxième manière de voir les choses, c'est de voir ici, enfin d'exploiter un peu différemment cette définition, en disant ben, la différence symétrique, c'est la réunion auquel je retire l'intersection, ce qui veut donc dire que l'union de la différence symétrique et de l'intersection, c'est l'union de deux événements incompatibles, et ça va me donner l'événement A ou B. Donc ça, c'est directement une remarque qui est issue de cette construction. Donc je peux aussi appliquer la probabilité à l'union de ces deux événements incompatibles, donc par additivité, je récupère la probabilité de la différence symétrique entre A et B plus la probabilité de A et B, c'est la probabilité de A ou B. Or, par propriété, on a vu que la propriété de A ou B, c'est la propriété de A plus la propriété de B, moins la probabilité de l'intersection de A et de B, ou de A et B si vous préférez. Il est alors direct que la probabilité de cette différence symétrique, c'est bien P de A plus P de B, moins 2 fois la probabilité de réalisation de A et B. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons de procéder, mais le cœur du problème, c'est de ramener l'événement qu'on cherche à mesurer en l'union de deux événements incompatibles. Pour l'exercice numéro 2, on travaille avec un espace probabilisé fini oméga p, et on souhaite montrer que si
l'événement A ou B correspond à tout l'espace d'état, alors la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités des A et B et des probabilités de leur événement complémentaire, moins le produit des probabilités de leur événement complémentaire. Comme on doit calculer la probabilité de l'intersection et qu'on a une information sur la réunion, ça paraîtrait assez naturel de regarder ce que donne la formule qu'on a établie dans notre cours, qui nous donne un lien entre les deux. Cette formule-là, étant donné que A ou B, c'est l'espace d'état, il est de probabilité 1, on obtient donc une formule sur la probabilité de l'intersection. Maintenant, il nous reste à voir ce que donne la relation de l'énoncé et confronter le résultat de l'énoncé à celui qu'on vient d'obtenir avec le cours. Donc là, on va calculer par exemple le produit des probabilités de A fois probabilité de B moins la probabilité de l'événement contraire de A produit avec l'élément contraire de B. Bon, alors, le premier, je reste conservateur parce que je ne peux pas le réécrire simplement. Par contre, le deuxième, avec les propriétés du cours, on a vu qu'il correspondait à 1 moins P de A et au deuxième 1 moins P de B. Si on développe cette expression obtenue, ça paraît sympathique parce qu'on a une expression qui ne dépend plus que de P de A et P de B, ce qui est le cas de l'expression qu'on a obtenue au-dessus. On récupère P de A, P de B. Donc on développe le produit et on change les signes de tous les termes qu'on développe. Donc moins 1, plus P de A, plus P de B, moins P de A fois P de B. On constate que ces deux termes-là s'éliminent dans le calcul. On obtient donc bien P de A plus P de B moins 1. C'est bien le résultat qu'on avait obtenu en utilisant la formule du cours. On vient donc bien de démontrer que la probabilité de l'intersection, sous réserve d'avoir A ou B qui est égal à l'espace d'état, c'est donc bien égal au produit P de A, P de B, moins le produit des probabilités des événements contraires. C'est gagné. L'exercice numéro 3 est un exercice d'une importance essentielle, puisqu'on va généraliser ce qu'il se passe pour la réunion d'événements, alors a priori quelconque associé à mon expérience aléatoire. Donc on va démontrer qu'une probabilité a une propriété qui s'appelle la sous-additivité. Alors pour démontrer cela, on va exploiter les raisonnements qu'on a fait lorsqu'il s'agissait de manipuler des événements d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire que je vais démontrer cette propriété par récurrence sur le nombre d'événements qui interviennent dans ma propriété. Donc, on va donc démontrer la propriété suivante par récurrence, que la probabilité de la réunion est plus petite que la somme des probabilités des événements qui interviennent dans cette réunion. Alors on sait que quand l'union est disjointe, j'ai égalité, et donc là on va montrer que dans le cas général, on n'a pas égalité, mais on a quand même une inégalité. Alors, déjà la propriété P de 2, puisque pour P de 1, il n'y a rien à démontrer, et je vais devoir utiliser P de 2 dans mes propriétés, donc je vais dire que P de 2 est vrai, et pour ça, on va exploiter ce qu'on a démontré dans notre cours, puisque dans notre cours, on a démontré que la probabilité de la réunion, c'était la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et de B. Je vous rappelle qu'une probabilité, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc ce nombre-là, il appartient à l'intervalle 0,1. Moralité, en enlevant le nombre qui est là, on obtient évidemment P de A plus P de B, qui est une quantité qui est évidemment supérieure à la quantité qui est située à gauche. Donc on a bien démontré la propriété dans le cadre de deux événements. Il nous reste à montrer maintenant l'hérédité.
Pour ça, je vais me fixer un entier m supérieur ou égal à 2. On va supposer la propriété P de M vrai. Et on va montrer la propriété au rang n plus 1. Alors pour ça, je vais me placer dans les conditions de pouvoir démontrer P de n plus 1. C'est-à-dire je vais me donner des événements A1, AN plus 1 inclus dans oméga, et je vais calculer la probabilité de la réunion de ces événements. Alors pour ça, je vais écrire la réunion en extension, en faisant apparaître les m premiers et le dernier. Alors je vais utiliser les propriétés de la réunion, à savoir l'associativité, qui me permet de placer les parenthèses à cet endroit-là. Cette propriété, je viens de le dire, s'appelle l'associativité de la réunion, ce qui va me permettre d'utiliser P de 2 avec l'ensemble qui est ici et l'ensemble qui est ici. Et P de 2 m'indique que la probabilité de l'union de deux ensembles est plus petite ou égale à la somme des probabilités de ces deux événements. Ça va me permettre de couper quelque part la réunion de ces m termes en deux et de me mettre en situation d'utiliser mon hypothèse de récurrence. Puisqu'ici, on a la réunion de m événements, et je sais que lorsque j'ai un événement, j'ai cette propriété. Donc là, on récupère la somme pour i variant de 1 à m de la probabilité des AI, plus la probabilité de réalisation de an plus 1, ce qui va donc donner la somme pour i variant entre 1 et m plus 1 des P de AI, ce qui nous assure que la propriété est également vraie au rang n plus 1, et qui permet d'achever cette propriété par récurrence. Donc ça, c'est une démonstration que je vous demande de savoir refaire, et je vous demande globalement de maîtriser ce qu'on appelle une propriété de sous-additivité.